Très bien. Écoute, bonjour Eric, bienvenue au 17e rencontre Bonjour. d'Espace Mars Aquitaine-Bordeaux-Gironde sur le thème Révolution. Vous avez dit Révolution. Et donc tu as accepté évidemment de participer et d'apporter une contribution originale à nos travaux et après nous avoir présenté ton dernier livre. Mais ça, pour ceux qui ont envie de découvrir ce livre, vous pouvez l'acheter bien sûr, mais vous pouvez aussi regarder la vidéo qu'on a mis en ligne sur la chaîne YouTube d'Espace Mars. Donc, tu vas nous parler de face aux enjeux climatiques, quelle action politique à propos des positions d'Andreas Malm et de Koei Saito, qui effectivement défraie un peu la chronique en ce moment au travers de certain nombre de prises de position. Donc, à toi, Eric. Merci tout d'abord à toi et à toute ton équipe de votre invitation. Je ne reviens pas sur le thème de la contribution puisque tu l'as énoncé. Donc, je vais aller dans le vif du sujet avec d'abord les analyses d'Andreas Malm et la conception de l'action politique qui l'en déduit. Andreas Malm est une des références avancées par celles et ceux qui veulent associer prise de conscience des enjeux climatiques et remise en question du capitalisme. Andreas Malm s'est fait notamment connaître, pour ceux qui ne le sauraient pas, par la remise en cause de la notion d'anthropocène au profit de celle de capitalocène. Commençons tout d'abord par présenter quelques-unes de ces thèses essentielles. Je vais les résumer autant que possible. Première idée, la notion de capital fossile comme clé d'interprétation de l'histoire. En reprenant la présentation d'un de ces textes, j'ai essayé d'être le plus près de ce qu'il écrit lui-même. Andreas Malm propose une théorie du capital fossile, introduisant le facteur fossile dans l'équation en prenant l'exemple contemporain de la Chine. Il montre que c'est bien le capitalisme et non pas l'humanité qui est à l'origine du réchauffement climatique contre le récit de l'Anthropocène. Il avance donc la notion de composition fossile du capital. Je cite, la lutte pour minimiser la part de travail humain cause une augmentation de la composition fossile qui se traduit en une loi d'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Considérant que la machinerie capitaliste a été fondée sur depuis le début du 19e siècle, il semble qu'il y ait une loi d'augmentation de la composition fossile du capital. Première idée. Donc, cette notion de composition fossile du capital. Donc, je vais essayer d'exposer les idées avant d'en venir à la critique, parce que Andreas Malm n'est pas forcément connu du très grand public. Deuxième idée, le changement climatique a pour origine le choix de la machine à vapeur fait par les capitalistes anglais au 19e siècle. Je cite, la machine à vapeur est largement et correctement considérée comme la locomotive originelle de la croissance économique, associant pour la première fois la combustion du charbon à la spirale en constante expansion de la production capitaliste marchande. Les machines à vapeur n'ont pas été adoptées par quelques représentants naturels de l'espèce humaine. Le choix d'une force motrice dans la production de marchandises ne pouvait être l'apanage de l'espèce, car il présuppose pour commencer l'institution du travail salarié. Ce sont les propriétaires des moyens de production qui ont mis en place cette nouvelle force motrice, une petite minorité, en Grande-Bretagne même, tous mâles, tous blancs, une classe d'hommes comprenant une fraction infime de l'humanité du début du 19e siècle. Fin de citation. Troisième idée, la logique du capital, c'est de produire plus. Malm présente le capitalisme comme développant la consommation. Je cite, la tendance historique du capital fossile est de vomir le plus de produits pour le plus de personnes. Le capital est un processus aveugle d'auto-expansion dont les actions et réactions sont et doivent être animées par la compulsion à valoriser la valeur. Fin de citation. Et quatrième idée, la consommation est un appareil idéologique d'État qui assure le maintien du système. Malm considère que l'indifférence, je cite, l'indifférence au réchauffement climatique doit mener à repenser la catégorie d'idéologie à l'aide, dit-il, de Gramsci et d'Althusser. Nous pouvons concevoir la consommation comme un appareil idéologique d'État, écrit-il. C'est dans ce cadre qu'il
le culte du charbon dans le foyer dans l'Angleterre du XIXe siècle, par exemple. L'idéologie, écrit-il, est immanente au simple fait de regarder un feu. Cinquième et dernière idée, par conséquent, l'issue ne peut venir que de force aux marges du système. Je cite encore, pourquoi le sujet fossile se soulèverait-il pour étouffer le feu? Il pourrait se perdre dans son combat, le feu le regarde si plaisamment dans la cheminée. Nous avons ici une potentielle explication du fait que la résignation face au changement climatique s'accroît au fur et à mesure que ce dernier s'accélère. Fin de citation. À la question quelles sont les forces qui peuvent mettre en cause ce système, il répond c'est seulement aux marges de l'énergie fossile, là où les obligations au feu sont moins strictes, qu'il y a moins de subjectivité investie dans le stock. Il cite en exemple les pauvres. La seule issue, je cite, si le peuple sort de sa stupeur, un changement significatif pourra intervenir. Corollaire implicite de cette idée, et là c'est moi qui commente, les travailleurs sont trop prisonniers de ce système pour qu'on puisse les voir comme force motrice d'une réponse aux enjeux climatiques. De même que les peuples qui aspirent au développement et ne serait-ce qu'à la sortie de la pauvreté. S'il s'agit de faire sortir le peuple de sa stupeur, pour reprendre ces termes, on comprend qu'un type d'action spectaculaire s'impose, d'où l'éloge du sabotage comme grain de sable qui peut enrayer le système. Nous pourrions détruire les machines qui détruisent la planète, dit-il dans une interview au Guardian, Pipeline. J'en viens maintenant à la critique des thèses d'Andreas Malm. Premièrement, la notion de composition du capital, composition fossile du capital est une notion confuse. La notion de composition fossile du capital est une transposition de la notion complexe de composition organique du capital à laquelle Marx recourt. Précisons que pour Malm, il ne s'agit pas seulement du capital investi dans les énergies fossiles, mais de la composition fossile propre à l'ensemble du capital et à tout capital, qui est censé s'élever au cours du temps selon une loi d'Héra. Or, le recours à plus ou moins d'énergie fossile dans la production est un phénomène qui n'a rien à voir avec le capital comme pouvoir économique sur les rapports sociaux dans la production, dans le but d'en tirer la plus-value, c'est-à-dire l'exploitation. Sur cette question, je me réfère aux travaux de Jacques Bidet qui me paraissent incontournables. Jacques Bidet insiste sur la nécessaire distinction entre l'espace de la plus-value, production capitaliste, l'espace de la valeur, production marchande, l'espace de la production de valeurs d'usage concrètes, avec donc leur dimension physique dans la production ou la consommation. La notion de composition fossile du capital est une notion bancale de ce point de vue. Tout ce qui se rapporte à l'espace de la valeur et donc du capital n'est pas mesurable en quantité de fossiles, puisque cette quantité est une notion physique qui ne relève pas de l'espace de la valeur et de la plus-value. Deuxièmement, les données contredisent l'idée que le changement climatique a son origine dans le choix de la machine à vapeur. Cette thèse ne correspond pas aux données scientifiques. Je renvoie à ce sujet à la troisième partie de mon livre Communisme, un chemin pour l'avenir, partie intitulée Climat et lutte de classe, et aux différents graphiques qui y sont présentés. Je m'appuie notamment sur Sylvestre Hay, journaliste reconnu par la communauté des climatologues, pour la rigueur de son travail de vulgarisation. C'est depuis les années 1950 et non depuis le 19e siècle que les émissions de gaz à effet de serre sont d'un niveau tel qu'il peut entraîner une modification du climat. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les quantités d'énergie fossile utilisées prennent l'ampleur qui leur permet de bousculer le climat planétaire. On entend bien, Dominique? Troisièmement,
la logique du capital n'est pas de développer la consommation de masse. Le capital n'a pas ce souci de la reproduction de la force de travail ou de la consommation des travailleurs que lui prêtent parfois certaines interprétations se réclamant de Marx. Jacques Bidet, encore une fois, a montré dans ses travaux que ces interprétations ne correspondent pas à l'exposé de Marx. Je cite, et tout aussi bien le salaire peut-il descendre au-dessous du minimum de survie, on jette alors le salarié et on le remplace par un autre. Les corps jetés font partie du paysage néolibéral. En eux se vérifie la logique du capital lorsqu'elle n'est pas freinée par une force sociale adverse. Il ajoute, toujours en se référant au capital, que la logique du capitalisme n'est pas celle de la reproduction d'une population, mais de son capital propre, à quoi il est contraint par la concurrence. La fin ultime du capitalisme n'est pas de produire des valeurs d'usage, ni même des marchandises, elle est de faire du profit, d'accumuler de la plus-value, c'est-à-dire du pouvoir économique. Ce que Marx formulait ainsi, après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. Le capital ne s'inquiète donc point de la santé et de la durée de vie du travailleur s'il n'y est pas contraint par la société. Fin de citation. On cite parfois le Fordisme comme illustration d'une volonté capitaliste d'augmenter les salaires. Rappelons ce qu'il en a été réellement. Les 5 dollars par jour institués dans l'usine de production de Ford T par Henry Ford constituaient le salaire versé dans une usine construite avec une organisation du travail totalement nouvelle, la chaîne de production, beaucoup plus productive et comptant beaucoup moins de salariés pour une même production. Ce qui intéressait Ford, c'était évidemment la masse salariale globale, dans le contexte d'une énorme difficulté à trouver des ouvriers acceptant les contraintes de cette nouvelle organisation dans un secteur en plein essor. Il faudrait en plus, à l'époque, prendre en compte l'ensemble de la situation des travailleurs. On sait que c'est l'époque où roman où se passe le roman de Steinbeck, Les raisins de la colère, qui montre la situation tragique, misérable des ouvriers agricoles de Californie. Quand on prête au système capitaliste la volonté d'assurer un bon niveau général de consommation par l'élévation des salaires, on oublie que ce qui est gagné en profit par la pression sur la masse des salaires permet aussi la consommation d'une classe. Au final, la nature de la consommation dépend des rapports de force entre les classes et le capital investi dans la production doit évidemment s'adapter aux résultats de ces rapports de force. Quatrièmement, Mann fait l'impasse sur l'histoire réelle des 30 dernières années en matière de climat. On ne peut comprendre, de mon point de vue, la gravité et l'urgence de la situation actuelle sans savoir à tête ce qui s'est passé depuis 30 ans dans les négociations internationales sur le climat. Le fait que la Convention climat signée à Rio en 1992, qui définissait une stratégie, soit restée lettre morte et que le protocole de Kyoto ait été abandonné est le résultat non de l'inertie d'un système, mais de rapports de domination au plan international. Le rôle des États-Unis ne doit pas être éludé. Les États-Unis ne sont pas contentés d'empêcher que des négociations internationales débouchent sur des expositions efficaces, avec la bénédiction de l'Union européenne. En 2013, ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de carburants liquides grâce à la production de gaz de schiste. Quand le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, déclare la transition énergétique ira au rythme que décideront les États-Unis, il y a une part de constat de la réalité de ces 30 dernières années. À aucun moment Malm ne fait état de cela. Il contribue ainsi, me semble-t-il, à l'écran de fumée déployé pour masquer les responsabilités dans la situation actuelle. À partir de là, quelle action sur les enjeux climatiques? L'action politique proposée par Andreas Malm ne tient pas compte des véritables obstacles qui ont empêché une réponse à hauteur de l'humanité. De plus, le type d'action qu'il défend, le sabotage, est, me semble-t-il, illusoire à grande échelle en dehors d'une situation de guerre ouverte. Au final, la question des rapports de force internationaux est incontournable. C'est pourquoi la question du pouvoir politique en France est cruciale si on veut peser sur une évolution de la situation. Une politique nouvelle dans notre pays au plan national et international pourrait contribuer à répondre à l'enjeu climatique de plusieurs façons, en montrant dans les faits qu'un développement décarboné répondant aux besoins humains est possible,
en s'appuyant sur le potentiel technologique de notre pays pour des coopérations internationales dans ce domaine, en soutenant les réformes indispensables de l'architecture économique, monétaire et financière du monde. Cela pose évidemment la question des rapports avec les peuples du Sud. Toute réponse qui ne tient pas compte de la volonté des peuples de vivre mieux condamne, me semble-t-il, à l'impuissance et au final à la désespérance. Je vais maintenant passer aux analyses de Kohei Seito et brièvement aux solutions qu'il préconise, telles qu'elles sont exposées dans son dernier livre intitulé Moins, la décroissance est une philosophie. D'abord, je prendrai les aspects théoriques, qui c'est la partie un peu aride, je m'en excuse auprès de ceux qui s'en lasseront, de manière très succincte. Premièrement, d'abord le rapport à Marx. Kohei Seito, pour lui, son rapport à Marx, c'est la découverte, selon ses propres termes, de la pensée du dernier Marx, déterrée, ce sont aussi ses termes, après 150 ans de sommeil. La thèse est la suivante: Marx a été incompris, je cite, ce qui a conduit aux déformations majeures de sa pensée et à la création du monstre qu'est le stalinisme et à la terrible crise environnementale à laquelle fait face l'humanité. Il est temps de remettre la pendule à l'heure. Fin de citation. Il s'agit donc de reprendre le fil de cette histoire après une interminable parenthèse de 150 ans. Une nouvelle théorie de Marx est ainsi reconstituée à partir de certaines de ses notes de lecture des années 1870 et d'une interprétation nouvelle de la lettre adressée par Marx à Vera Zasulich en 1881. C'est la pierre angulaire de l'explication de Kohei Seito. Il fait de cette lettre, les termes qu'il utilise, c'est l'apogée idéologique de Marx, le testament de Marx, en faisant quelque peu abstraction de tous les autres écrits de la même période. Je citerai parmi bien d'autres choses l'interview de Marx au Chicago Tribune en 1879 qui est passionnante, ses notes sur Wagner en 1881 à peu près au même moment que la lettre à Vera Zasulich sur lesquelles je reviendrai, la lettre à Jules Guesde dont Jean-Numa Ducange a fait très récemment état, qui est un document très très intéressant, ou encore la participation active de Marx à l'ouvrage L'Anti-Düring, signé d'Engels, mais qui est un ouvrage écrit en collaboration. Je ne vais pas aborder vraiment cette idée d'un dernier Marx. On reviendra peut-être dans la discussion sur la nouveauté ou non des documents déterrés. Je relève seulement que dans les passages où Kohei Seito résume la pensée de Marx, la question du pouvoir politique est évacuée, alors qu'elle n'a pourtant cessé d'être au cœur de ses préoccupations. Sur ce sujet, je signale et je conseille l'article de Jean Quétier qui s'intitule Le dernier Marx, un anti-moderne, point d'interrogation, dans le dernier numéro de La Pensée. Il n'évoque pas directement Kohei Seito, mais divers travaux qui défendent de manière convergente l'idée d'un dernier Marx opposé à celui de la première période, ce qu'il recuse, sans nier des infléchissements dans ses travaux. Deuxième aspect des théories, des fondements théoriques du travail de Kohei Seito, la notion de valeur. Kohei Seito se réclame donc de la notion de valeur chez Marx. Alors, première remarque, selon une note du traducteur, je vais citer la note, dans ce livre, l'auteur utilise systématiquement le terme valeur en remplacement du terme valeur d'échange, qu'il oppose au terme de valeur d'usage, tous deux employés dans les études marxistes. Jusque-là, rien de bien surprenant. Selon le contexte, le terme d'origine a été traduit en prix, en valeur ou en profit. Fin de la note. J'avoue que cette note m'a laissé assez perplexe. Prix, valeur et profit, c'est pas la même chose. Utiliser le même terme pour ces trois notions, soit il y a confusion dans le texte de Kohei Seito lui-même, soit il y a confusion dans la traduction, ce qui rend extrêmement compliqué l'appréhension de la pensée de Kohei Seito. Ne connaissant pas le japonais, je ne me suis pas hasardé à vérifier cette question. On peut d'autant moins conclure que Kohei Seito ne revient pas vraiment dans cet ouvrage
sur le sens de la notion de valeur chez Marx, concept que celui-ci définit à partir du travail et de son double caractère représenté dans la marchandise. Deuxième remarque à propos de ces notions de valeur, pour Kohei Seito, la prise en compte de la notion de valeur dans le fonctionnement des sociétés est la source de tous les maux. Ce n'est pas une position qui est celle du dernier Marx, pour reprendre son expression. Ainsi, dans la note sur Wagner qui date à peu près de 1881, Marx explique la valeur n'est qu'une façon historique particulière de résoudre un problème que l'on trouve dans toute société dès lors que la dépense de travail prend un caractère social. Je renvoie encore une fois sur ce sujet au petit livre de Jacques Bittel, La loi travail, le corps politique du capital, qui n'est pas très cher et qui est qui est assez clair par rapport à d'autres de ses écrits. Alors après, comment ça s'articule la valeur d'usage qu'il s'agit de prioriser et la valeur, ça c'est une autre question, mais je pense que l'évacuation de toute idée de valeur du fonctionnement des sociétés n'est pas forcément une question indispensable à la conception d'une autre société. Troisièmement, à propos du capitalisme et de la conception que s'en fait Kohei Seito. Le plus important, me semble-t-il, est que Kohei Seito identifie capitalisme et production marchande. Je cite, le capitalisme est une société où les gens achètent et vendent des choses sur un marché. Point. Fin de citation. Ce n'est pas la position de Marx. Marx distingue la production marchande et la production capitaliste qui instrumentalise le marché. La notion de plus-value semble d'ailleurs absente des travaux de Kohei Seito, en tout cas dans le livre moins. On peut faire la même remarque que pour Andreas Malm. Ce qui intéresse le capital, ce n'est pas l'augmentation de la valeur, c'est le profit. La croissance en tant que telle n'est pas le but du capital. J'en viens maintenant aux solutions qu'il préconise. Avant d'y venir, je signalerai que Kohei Seito pose ainsi le problème. Je le cite encore. La difficulté réside dans le fait que la répartition équitable des ressources n'est pas un problème propre à chaque pays. Comment réaliser aussi bien l'équité et la durabilité au niveau global? Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Fin de citation. La réponse qu'il préconise, c'est le développement spontané de pratiques démocratiques d'entraide, les communautés autonomes, les coopératives, le municipalisme. Le seul exemple qu'il donne d'une réponse à une échelle plus importante, c'est de préconiser une réforme institutionnelle permettant de faire émerger dans les pays développés des institutions telles que la Convention climat dans notre pays. C'est donc le local, la petite échelle, qui a la réponse systématique. On est là dans quelque chose qui est un courant de pensée qui n'est pas une nouveauté, qui est assez enraciné. Je vois quelques points à souligner sans être exhaustif. Premièrement, Kohei Seito s'inscrit dans le courant qui invite à éviter l'État. Je cite, prendre ses distances avec l'État, écrit-il dans Moins. Ça rappelle, Alain Badiou a à peu près la même formule et d'autres. Kohei Seito utilise une seule fois le terme public positivement dans un exemple où il est cantonné à une dimension locale. Il faut, dit-il, passer à une énergie renouvelable publique produite localement pour un usage local. C'est pourquoi il récuse explicitement l'idée de nationalisation. On est donc dans un public accepté dès lors qu'il serait purement local et à petite échelle. Je passe sur le débat sur l'énergie locale pour un usage local qui poserait toute la question des réseaux, etc., des réseaux électriques. Dans les pages intitulées ces associations qui ont créé la sécurité sociale, donc c'est un intertitre, ces associations qui ont créé la sécurité sociale, l'institutionnalisation des services de sécurité sociale est présentée négativement. Elle est, je cite, en conflit avec l'horizontalité des communs. Elle est donc présentée négativement plutôt que comme une étape supérieure des mutuelles qui avaient été créées par le mouvement ouvrier. De plus, il
considère que ce chemin n'est plus viable, ce sont ces termes, car conditionné par une forte croissance économique. Deuxième aspect, comme Andreas Malm, Kohei Saito fait abstraction des rapports internationaux, qu'il s'agisse des dominations qui pèsent sur le devenir de l'humanité ou plus concrètement de l'histoire des négociations sur le climat. Il les évoque à un seul moment dans Moins, c'est à propos de la création du GIEC en 1988. Il a cette phrase: quelques mois plus tard, le mur de Berlin s'effondrait, permettant ainsi au néolibéralisme américain de s'emparer de la planète. Le timing ne pouvait être pire. Fin de citation. Donc, quelque part, à un moment donné, il évoque une question de domination par le néolibéralisme américain, porté donc par la puissance des États-Unis sur la planète comme le point d'origine des problèmes, mais il n'y revient plus à aucun moment. C'est pour ça que je me crois en droit de dire qu'il fait l'impasse, qu'il fait abstraction des questions des rapports internationaux. Troisièmement, troisième aspect de sa pensée, la mise en cause de la recherche de solutions technologiques est une autre caractéristique. À ce titre, les scénarios du GIEC montrant qu'une trajectoire vers la décarbonation est possible sont présentés comme un exemple de techno-optimiste, car ils tablent sur la possibilité de répondre à une demande croissante en énergie. Ils parlent de technologie verrou pour le nucléaire, ils dénoncent la technologie comme idéologie, comme une idéologie. Enfin, une dernière remarque, c'est à propos de la mise en cause des objectifs de développement durable de l'ONU. Le livre Moi commence par cette première phrase: les objectifs de développement durable sont l'opium du peuple. Pourtant, un peu plus loin, Kohei Saito écrit, je cite, la croissance économique est nécessaire pour les milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité ou à une eau saine, qui n'ont pas de quoi manger tous les jours. Or, c'est précisément ces besoins et d'autres essentiels qui sont abordés dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Il me semble qu'il y a eu une contradiction de ce point de vue. Cela n'empêche pas Kohei Saito d'enfoncer le clou un peu plus loin dans le livre. Je cite, il faut être critique sur les ODD, ce sont une solution bancale. Il me semble que cette voie et tout ce qu'elle porte amène à se couper des exigences élémentaires des peuples du Sud. Au final, je trouve qu'il y a dans ces solutions préconisées l'idée d'un individu qui peut avoir prise directe sur les réponses universelles au travers des communautés auxquelles il participe directement, sans des médiations, que ce soit l'État, les institutions internationales ou même à moindre échelle les corporations, etc. Mais la question essentielle est celle-ci. Ces solutions permettent-elles de surmonter la difficulté que j'évoquais dans les termes qu'il utilise lui-même? Je la cite à nouveau. La difficulté réside dans le fait que la répartition équitable des ressources n'est pas un problème propre à chaque pays. Comment réaliser aussi bien l'équité et la durabilité au niveau global? Prenons le changement climatique. Kohei Saito reconnaît évidemment qu'il faut poser des limites aux émissions de gaz à effet de serre. Or, les limites à une seule échelle locale ne s'inscrivant pas dans une limitation d'ensemble ne servirait à rien. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'énoncer: il n'existe pas d'impossibilité à s'attaquer à la crise climatique par le développement spontané de pratiques démocratiques d'entraide. Eh bien, mon opinion est que le développement spontané de pratiques démocratiques d'entraide à la seule échelle locale, si utile et si nécessaire soit-il, n'apportera pas de réponse à la crise climatique, surtout s'il s'insère dans un discours théorisant le rejet des politiques d'État et de la nécessité de changements profonds dans l'architecture des rapports internationaux. Que vaudrait une limite sans des instances pour la fixer? Quels moyens de la faire respecter? Or, en l'absence d'une limitation globale, les émissions de CO2 continuent à augmenter. On ne peut imposer des limites aux émissions à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale sans politique d'État, sans institutions internationales. En l'absence de politique d'État, comment, par exemple, pourrait-on mettre en cohérence les activités vers une baisse et une élimination à terme des gaz à effet de serre? J'ajoute, même en admettant que l'on parvienne à atténuer le changement climatique par le développement spontané de pratiques démocratiques d'entraide,
comment répond-on aux besoins de protection contre les catastrophes climatiques? Exigence majeure, même si l'élévation de la température était limitée à 1,5 degré, ce qui déjà paraît peu probable. On l'aura compris, au travers de ces critiques, je défends l'idée d'une action communiste qui n'est pas le grand horreur, qui cherche un apport à des réponses humaines universelles par un pouvoir politique nouveau en France, qui apporte sa contribution à une transformation profonde des rapports internationaux. Merci de votre attention. Merci Eric. Salut Claude. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à cet exposé qui nous fait découvrir deux penseurs qui évidemment ont à voir avec l'un la décroissance, l'autre avec les combats écologistes et d'une certaine manière une reprise de la pensée des lunes sur sur la pensée technologique. En tout cas. C'est comme ça que je l'interprète. Dis-moi, Eric, qu'est-ce que c'est qui t'a amené justement à vouloir nous faire partager, je dirais, ces éléments de connaissance là de ces deux personnalités? Bon, bien entendu, je sens bien que derrière, il y a effectivement l'absence de regard porté, enfin en tout cas une prise de parti pour l'un euh, très critique à l'égard du développement technologique et en faisant un petit peu presque la raison principale des difficultés et de la crise climatique, et pour l'autre, je dirais, une tentative de réponse, mais mettant en cause, et Marx l'a fait aussi à sa manière, hein, d'une autre façon, mettant en cause l'État et les corps intermédiaires. D'ailleurs, Macron a passé toute sa législature justement à bouder les corps intermédiaires et à les vider complètement de leur rôle dans l'organisation même de la société française. Mais à toi. Ben, c'est essentiellement par la question du climat. Euh, euh, il se trouve que comme militant communiste, je crois que je pense avoir été un des premiers à organiser un débat sur le changement climatique dans un quartier populaire, le quartier où j'habitais évidemment. Je crois que c'était en 2003, quelque chose comme ça. À l'époque, le Parti communiste s'occupait pas trop vraiment du climat. Donc j'avais fait venir Sylvestre Wey, dont j'ai parlé. On était 20 ou 30. Bon, ça avait été assez passionnant, mais c'était pas encore dans les préoccupations. C'était il y a plus de 20 ans. Donc ça m'a amené à continuer à m'intéresser au climat. D'ailleurs, sur les notions de décroissance, j'avais pas d'a priori. J'avais même écrit un petit livre qui s'appelle Progrès et décroissance il y a à peu près à la même époque. Mais j'ai en permanence essayé de m'intéresser à ces questions et de progresser collectivement aussi en m'appuyant sur les réflexions. Notamment tout le travail, même si j'étais pas toujours d'accord, qui est fait dans le secteur des électriciens et gaziers par la Fédération CGT de l'énergie et d'autres. Bon, ce qui m'a amené jusqu'à écrire avec Valérie Gonzalez le petit livre Énergie et communisme. Et donc, c'est chemin faisant que j'ai aussi regardé ce qu'écrivaient les autres. Et parmi eux, il y avait Andreas Malm. Mais comme j'aime bien aller à la source, j'ai regardé les textes. Alors, Coesetto, c'est un peu plus récent. Je ne m'étais pas penché vraiment, sauf que il y a eu quand même une très très forte promotion de ses livres. Bon, il y a plein de journaux dans lesquels il a fait des interviews, surtout le dernier, Télérama, Nouvel Os. Bon, l'UMA, évidemment,
a fait aussi. Enfin, vraiment, il était pendant un moment un peu partout, très promu dans les librairies. Et je dois dire que la plupart de mes amis étaient séduits par ce qui leur en était présenté et parfois par ses écrits eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'avec ce que je viens de dire, je vais peut-être me fâcher avec mes amis. Mais bon, voilà, ça donnera peut-être des discussions rudes. Ce qui les séduisait je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la promotion du mot communisme. Et ensuite, la remise en cause forte du capitalisme. En tout cas, dans l'approche de départ, c'est ça. Et quelque part, c'est sûr que Kohei Saito peut donner l'idée d'un. Il a un talent et en plus, il a une aura. Donc, je pense qu'il y a un côté qui peut donner un espoir. Alors, est-ce que c'est un espoir crédible? Moi, je pense personnellement qu'il faut chercher l'espoir, à reconstruire l'espoir sur d'autres bases. Je sacralise pas forcément Marx, peut-être en tout cas le dernier Marx moins que ne le fait Kohei Saito. Je pense aussi, je ne l'ai pas abordé dans la présentation, qu'il a une vision de la notion de force productive qui est très techniciste. Il y a des textes où Marx parle de la nation comme d'une force productive. On est déjà dans une notion un petit peu différente, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les hommes travaillent collectivement. Donc on peut imaginer, si on prend en compte cette vision des forces productives, une image bien différente que la vision très techniciste qu'a Kohei Saito. Mais je pense qu'il faut travailler ces aspects et je pense que ceux qui veulent changer les choses doivent retrousser leurs manches et s'attaquer aux aspects théoriques. Ça permet, c'est une des voies de chemin à prendre pour reconstruire l'espoir, me semble-t-il. Eric, Vincent, une réaction? Non, pas un sujet. Je ne connais pas ton prénom. Dominique, eh bien, écoute, est-ce que tu as envie de réagir? J'avoue que j'étais un petit peu perdu dans toute cette bibliographie. Ça, c'est un premier point. Et pas le recul suffisant pour avoir une opinion critique vis-à-vis de ces écrits de ces personnes. J'espérais de cette intervention, parce que vu d'une façon primaire, face aux enjeux climatiques et à l'action politique, la première, me semble-t-il, serait de faire appliquer les décisions internationales de réduction de gaz à effet de serre et tous les engagements politiques. Donc, quelle action politique, ce serait de poser tout le poids sur le fait que les gouvernements concernés, les plus pollueurs, apportent leur contribution efficace au suivi de ces préconisations. Ça, c'est. Moi, je pense. Ok. Alors, ce qui, Premier niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'Éric, il n'a pas développé dans son intervention, je dirais, le travail qu'il a fait sur ces questions-là. Et il l'a évoqué le livre dans lequel il y a ces éléments-là. Mais ça serait peut-être intéressant que toi, tu nous donnes ton point de vue, justement, au regard des critiques que tu as fait de Seito et puis de Mann. Comment toi, tu vois les choses et tu n'évacues pas justement ni le rôle de l'État, ni le rôle des organisations internationales peut-être nous donne à voir quelques éléments là-dessus. Ça s'adresse à moi, Dominique? Oui, bien sûr. Non? C'est à Ah, toi que je d'accord. m'adresse. Bah, d'accord. Euh, ben, là-dessus, je pense que vraiment, c'est très peu fait, mais reprendre le fil de ce qui s'est passé pendant 30 ans, c'est une question qui est incontournable. On a 92, la Convention de Rio qui est très claire. Elle est signée, c'est un petit peu par surprise qu'elle est élaborée parce que
C'est pas tout à fait dit clairement dans le livre de Koei Saito parce qu'il évoque la création du GIEC. Mais la création du GIEC, c'est Thatcher et Reagan qui la prônent parce qu'ils veulent quelque chose qui est un petit peu à côté des institutions existantes de l'ONU parce qu'ils s'en méfient. Manque de peau, ça se retourne un petit peu contre eux, mais c'est un peu trop tard pour ne pas signer la Convention de Rio. La Convention de Rio est faite sur la base des premiers travaux du GIEC, mais comme c'est eux qui ont prôné la mise en place du GIEC, évidemment, c'est un peu compliqué de ne pas signer la Convention de Rio, mais à la relecture, c'est presque une surprise qu'ils aient signé ça. Et là, la Convention de Rio est dit clairement, il faut que les pays le changement climatique n'est pas sûr. On peut à l'époque anticiper, c'est-à-dire éviter un début de changement climatique. Et donc la stratégie, c'est permettre des émissions de carbone dans l'ensemble des pays en développement, y compris la Chine, et les baisser dans les pays développés. À partir de la signature de cette convention, il y a des décennies d'efforts des États-Unis pour la saboter. Alors, c'est d'abord le sabotage du protocole de Kyoto qui aboutit à l'abandon du protocole de Kyoto. Alors, tout le monde triomphe, euh, se fait des gorges chaudes avec les accords de Paris, mais la base de l'accord de Paris, c'est l'abandon des bases du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, c'était l'idée de quotas, qui ont d'ailleurs pas été fixé immédiatement. Donc il y avait un quota global d'émissions à se partager. Donc c'était l'idée de limite. Avec l'accord de Paris, on passe sur la base d'engagement volontaire, donc avec une logique qui est totalement différente, qui sont des engagements, tout est écrit au conditionnel. Et c'est les États-Unis qui ont demandé explicitement que ça soit pas écrit au futur, que ça soit écrit au conditionnel. Jusqu'au dernier moment pour la négociation du texte de Paris, ils ont voulu que les termes n'aient aucun caractère contraignant. Il ne s'agit même pas d'éviter des mécanismes contraignants, il s'agit d'éviter que le texte lui-même ait des aspects contraignants. Tout ça pour permettre que ça soit signé par le Sénat américain afin d'éviter qu'il y ait une législation qui s'impose aux États-Unis. On est quelque part dans la même chose que sur le traité de Versailles. Des décennies après, le traité de Versailles, le Sénat américain le refuse parce que soi-disant c'était quelque chose qui s'imposerait aux États-Unis, l'engagement automatique militaire, etc. On est dans la même chose qui se reproduit des décennies après. Donc, parce que le Sénat américain, au passage, avait refusé à l'unanimité démocrate et républicain la ratification du protocole des accords de Paris, mais je l'aborde dans le livre, effectivement, tu as raison, Dominique, ils n'ont pas fait que ça. Pendant ce temps-là, non seulement ils n'ont pas baissé leurs émissions propres liées à la consommation, c'est-à-dire liées au mode de calcul adopté internationalement, mais ils ont en plus développé la production et les exportations de pétrole au point d'être le premier producteur. C'est en gros, grosso modo, ils ont saboté à la fois dans les négociations internationales et dans les faits la réponse. Alors évidemment, à l'époque, là on est dans une situation un petit peu différente maintenant, mais il faut imaginer le début des années 90, on parlait d'hyperpuissance. C'était à propos des États-Unis économiquement, militairement, financièrement, et c'était la puissance qui dominait les institutions internationales comme le FMI et la Banque, la Banque mondiale, mondiale. statutairement et de fait. Donc, la puissance qui dominait le monde, je pense que le mot, il n'est pas, il n'est pas excessif, à empêcher qu'il y ait une réponse de l'humanité. Il me semble que ça, si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas à quoi on s'est heurté. Et de ce point de vue, les deux auteurs
dont j'ai parlé dilue un petit peu les responsabilités. Alors, de manière un peu différente, parce que Koei a tendance à dire c'est nous tous comme habitants des pays développés. Andreas Malz, c'est le système. Mais Andreas Malz bascule presque à une responsabilité dominante de la Chine actuellement. On pourrait y revenir plus que des États-Unis. Alors que la Chine, la montée des émissions dans les années 90, elle respectait la stratégie de Rio. Alors maintenant, on est dans une situation évidemment différente où, y compris les pays en développement, devraient baisser leurs émissions vu la situation où on en est. Et c'est là que se pose le rôle de la France que j'évoquais. La recherche de technologies décarbonées, montrer que la voie d'un développement décarboné est possible. C'est possible en France et ça peut être un exemple et un appui pour rendre un tel développement possible dans le monde. Mais j'ajoute une dernière chose, c'est que le développement est aussi nécessaire pour faire face aux pratiques dont tout le monde dit qu'ils vont aller grandissant. Si le Bangladesh veut se mettre à l'abri de la montée des eaux comme l'a fait la Hollande, qui encore une fois ces dernières années rehaussé son système pour éviter toute montée des eaux à l'occasion de crues ou d'autres événements, il faudra des investissements, un développement énorme. Et je pense que c'est une des questions qui doit être de plus en plus au cœur des préoccupations de tous ceux qui travaillent sur la question du changement climatique. Et Eric, est-ce qu'il y a J'ai une... répondu. Oui, enfin, pour moi, maintenant, je ne sais pas si Dominique, tu as eu quelques éléments de réponse aux questions que tu as Face aux posées. enjeux climatiques, il y a un aspect fort sur lequel les politiques pourraient s'appuyer, c'est le fait que la population soit sensible et se sente concernée. Mais je ne suis pas persuadé que dans le monde politique, on aille dans le sens des belles paroles qu'on diffuse. À savoir, par exemple, que dans le ferroviaire, le transport ferroviaire n'est pas favorisé du tout. On fait tout pour l'empêcher son développement, on favorise le routier, on parle des déplacements en avion et bien, on n'a jamais vu autant d'offres de déplacements en avion, de voyages en avion à très bas prix. On pourrait agir sur ces éléments du concret en mettant en face de leurs souhaits la population qui est sensibilisée aux enjeux. Et que dire également de ces restrictions sur effectivement les infrastructures routières qu'on développe quelquefois à l'encontre des nécessités locales pour le bien-être de certaines personnes et pas d'une grande partie de la population. Donc, je trouve un paradoxe entre ces enjeux climatiques, la sensibilisation de la population et la réalité des actions concrètes du monde politique. C'est ce que je ressens. Okay. Tu souhaites réagir, Eric? Il te reste 3 minutes. Bah, oui, alors je vais quand même signaler qu'il y a un parti politique. Alors bon, j'y suis adhérent, on va dire que je prêche pour ma paroisse, qui a fait un effort au travers du plan empreinte 2050 2050, oui. qui vise à montrer qu'on peut avoir une économie décarbonée en France en 2050 et à s'attaquer concrètement, pas seulement à le montrer en l'air, à montrer qu'est-ce que ça veut dire dans tous les domaines, agriculture, alimentation, la gestion de la forêt, etc. C'est un travail très riche qui est perfectible. Il y a certains aspects même où je pense que il peut évoluer. Mais bon, chapeau sur ce travail et je voudrais qu'il y ait d'autres qui le fassent, quoi, et qui proclament, qui se contentent pas de déclarations d'intention. Bon, voilà, je voulais quand même le signaler. Merci, et d'autant que c'est un jeune Bordelais
qui a contribué à ce travail, pas tout seul, hein, c'est un travail d'équipe, c'est un collectif qui a bossé là-dessus, Victor Lény, et qui est ingénieur ici à l'Université de Bordeaux. Donc, c'est bien, Eric, de le rappeler, et vous pourrez, si Bah, vous le d'ailleurs, il va souhaitez, intervenir. non, pas cette année. Enfin, il s'est réveillé un peu au dernier moment et Ah, donc du d'accord. coup, non, non, mais c'est pas grave, on le reverra. Et il était intervenu D'accord. l'année dernière justement pour présenter son plan climat. Donc sur la petite chaîne YouTube d'Espace Mars, vous trouverez l'intervention de Victor. Et si vous voulez avoir le document lui-même, hein, qui est un document conséquent sur le plan 2050, vous l'avez sur le site du PCF. Il est téléchargeable et vous pouvez en prendre connaissance. Et c'est un point de départ, hein. C'est pas un point d'arrivée, hein. C'est un document de travail qui a été mis en délibération, je dirais, avec les citoyens, avec les associations, avec les mouvements, tous ceux qui s'intéressent justement aux enjeux climatiques et aux combats menés sur ce terrain-là. Tu veux rajouter un dernier mot, Eric, ou pas? Oui, je dirais juste un mot parce que est-ce que c'est toujours prévu que Daniel Durand intervienne après moi? Juste après, il est là, Daniel, il arrive. Tout à fait, c'est D'accord. prévu. Alors, je voulais le saluer. D'accord. Et je voudrais signaler quand même, à propos du climat, pour moi, il y a deux risques climatiques. Alors, je fais un peu la transition. Il y a celui qui est à l'œuvre aujourd'hui, le réchauffement. Mais il y a un risque dont on parle moins qu'avant, c'est ce qu'on appelait l'hiver nucléaire. Même les études actuelles confirment que s'il y a guerre nucléaire généralisée, l'hiver nucléaire, c'est un risque terrible. Alors, peut-être ça résoudrait le premier risque sur lequel je me suis concentré, mais je pense qu'il faut quand même jamais l'oublier quand on parle des risques climatiques. Ce risque-là, alors c'est un des aspects des dangers d'une guerre nucléaire. C'est pas le seul aspect, évidemment. Il y a tout le reste, hein. Mais quand j'ai vu que Daniel Durand intervenait sur les questions de la paix après moi, ça m'a suscité cette réflexion. Voilà, Dominique. Merci Eric, tu fais une très bonne transition pour Daniel. Je vous propose de prendre 5 minutes de respiration comme d'habitude. Et puis on reprend avec Daniel et Claude qui va animer la partie justement de l'intervention de Daniel. Donc 5 minutes, on se retrouve à 15 heures. Merci beaucoup Eric.